Bonjour Igor. Bonjour Guillaume. Dirigeant associé de Vital Épargne, vous allez rendre votre verdict maintenant qu'on sait que Donald Trump sera de retour à la Maison Blanche. Ce verdict est-il clair? Oui. Alors je découvre votre délibéré en même temps que nos auditeurs et téléspectateurs. Pour vous, c'est en fait simple. Le dollar demeure le seul étalon monétaire. Voilà, c'est votre verdict. Vous l'assumez. Tout à fait. C'est un hôtel que vous offrez aujourd'hui au dollar. Enfin, c'est le roi dollar qui, plus que jamais, là, aujourd'hui, est en train d'expliquer au monde entier, de montrer au monde entier que c'est lui et lui seul l'étalon mondial. Plus que jamais, sera le dollar sous cette nouvelle ère Trump. C'est votre vision? Oui, c'est un peu le symbole de l'Amérique, de toute façon, et de l'Amérique triomphante, de son économie, de ses marchés financiers. Alors, tous les pays du monde voudraient se désensibiliser du dollar, les BRICS. Au dernier sommet, voulait imaginer une nouvelle monnaie. On veut vendre le pétrole dans d'autres monnaies. La Chine voudrait bien avoir une monnaie qui représente son poids économique dans le monde, mais on n'y arrive pas et on va de moins en moins y arriver parce que là, il y a des phénomènes techniques. Alors, il y a d'abord la croissance, la surperformance de la croissance de l'économie américaine. Il y a le différentiel de taux qui joue, puisque un investisseur, eh bien, il va chercher aussi une rémunération, donc des taux courts, puisque les taux de la Fed sont supérieurs aux taux de la BCE. Et puis, il y a aussi le différentiel de taux long, puisqu'on l'a vu avec le programme inflationniste de Donald Trump, finalement, les taux longs sont en train de déraper autour de CAC 40. Et puis, en Europe, c'est plutôt l'inverse. On a des taux qui sont assez bas. Donc, il n'y a pas beaucoup de critères qui me font dire que le dollar va s'affaiblir. D'ailleurs, il s'est raffermi depuis 2008, où il avait touché son plus bas en 60. Là, il tangente, il essaye d'aller vers les 1,05, peut-être vers la parité bientôt. Ça dépendra de la performance évidemment économique et financière, de la politique monétaire de Jérôme Powell. Mais s'il y a plus de croissance, l'économie américaine peut supporter un taux d'intérêt un peu plus élevé, donc attirer toujours plus de flux des investisseurs internationaux, soit sur les obligations, soit sur les actions. Mais alors, on voit déjà l'impact sur certains pays émergents, parce que quand le dollar remonte, c'est pas bon pour les émergents. S'endetter en dollars américains, c'est pas très bon. Exactement, et Antoine nous disait, aujourd'hui, décision de la Banque centrale du Brésil, spectaculaire décision, elle remonte d'un coup ses taux de 50 points de base face à la pression du dollar. Ah oui, pour éviter la fuite des capitaux. De toute façon, les États-Unis se financent à crédit avec le monde, c'est un aspirateur à liquidité, c'est là où le capital circule le plus vite, il est le mieux rémunéré, et c'est là où il y a des thèmes et des cas d'investissement les plus attractifs, on en reparlera peut-être d'ailleurs dans la stratégie adoptée. Donc ça met de la pression sur toutes les autres zones monétaires, économiques, politiques, on en reparlera en Allemagne, mais en France aussi on est dans une situation budgétaire qui ne nous permet pas aujourd'hui d'être compétitif. Donc je pense que ça va encore plus accélérer le grand déséquilibre qu'on a depuis maintenant 20-30 ans, 1 à 1,5 point de croissance de différentiel entre les États-Unis et l'Europe, et donc ça fait évidemment une monnaie qui est beaucoup plus recherchée. Ce différentiel de croissance, il risque de s'amplifier encore avec la politique promise par Donald Trump, ou au contraire, on risque d'avoir aussi des effets un petit peu surprenants. Par exemple, il veut limiter drastiquement l'immigration. On sait que l'immigration est une des clés des gains de productivité des États-Unis ces dernières années. Il y aura sans doute du coup moins de gains de productivité. Oui, mais l'autre partie des gains de productivité, c'est évidemment les services marchands et la numérisation de l'économie, et c'est là où l'économie américaine a encore plus agrandi l'écart de productivité avec la zone euro lors du Covid, puisque les entreprises américaines étaient beaucoup plus matures du point de vue du distanciel et de la numérisation. Donc oui, mais nous avons aussi un problème d'immigration, et c'est aussi chez nous une source de productivité, puisque la main-d'œuvre basique, on va la chercher ailleurs maintenant. Donc, oui, c'est ça, il y en a aussi ici l'immigration, ça n'empêche pas les États-Unis d'avoir creusé l'écart sur l'Europe en matière de gains de productivité. Oui, quand vous avez de la croissance et de l'investissement productif, nous n'avons pas investi dans les secteurs de demain, c'est-à-dire en gros, je résume, mais la technologie, Internet et la santé, qui sont les deux vecteurs où les États-Unis sont largement en avance, et je mets de l'éducation à part, mais l'éducation vient alimenter évidemment ces deux secteurs. Oui, alors on continue de chercher la petite bête là pour essayer de voir ce qui pourrait peut-être malgré tout peut-être un peu plus affaiblir le dollar que ce qu'on imagine aujourd'hui. C'est vrai que quand on regarde le programme économique de Donald Trump, on se dit c'est un rouleau compresseur, mais il veut déréguler la finance. Alors ça va sans doute porter à court terme les banques américaines, tant mieux, mais est-ce que ça ne va pas fragiliser le système financier américain? Ça, c'est toujours très bien la dérégulation, parce que ça ouvre les opportunités d'affaires. Et le secteur bancaire en général est un secteur qui surfinance la croissance et sous-finance la récession. Mais depuis 2008, on avait mis évidemment des cadres beaucoup plus restrictifs. Alors le pendant, c'est qu'on va avoir plus de risques dans le système financier.
mais finalement, vous voyez bien que le système financier international et américain, il se régénère aussi. Alors, je ne suis pas le porte-voix du système financier américain, j'observe les faits. Oui, il y aura peut-être plus de faillites, mais en fait, c'est une espèce d'équilibre immanent de l'économie américaine et qui, de toute façon, est beaucoup plus dérégulée que la nôtre. Oui, Antoine. Le risque va peut-être pas venir des très grandes banques, même s'il y a plus de dérégulation, mais il risque de finir de nettoyer le secteur bancaire régional, voilà, exactement, qui a déjà pas mal souffert après l'effondrement de la Silicon Valley Bank. On voit qu'il y a 2-3 autres problématiques qui risquent d'un petit peu inquiéter les grands gestionnaires du secteur bancaire américain. Bon, les histoires de taux, ça évidemment, mais 2-3 problèmes, comme là, on voit des rapports qui montrent qu'on n'a jamais été aussi haut dans les delinquencies, dans les défauts sur certaines créances, les CMBS notamment. Sur les cartes de crédit, on n'arrête pas d'en parler, les cartes de crédit s'envolent, les taux s'envolent au-delà des 20%, et il n'y a jamais eu autant de défauts sur ces cartes de crédit. On sait que le secteur bancaire américain, parallèlement, n'est pas aussi régulé que le secteur bancaire européen, mais dispose d'assises suffisamment considérables pour éviter ces chocs. On voit aussi dans les résultats du secteur bancaire américain que ce genre de truc est quand même largement dilué dans les provisions qu'ils peuvent prendre par ailleurs. Maintenant, oui, ça peut-être effectivement poser problème aux plus petits établissements et les fragiliser encore. Oui, alors jusqu'à quel point en plus poussera-t-il le curseur Donald Trump de la dérégulation? Ça restera ça à définir effectivement. En tout cas, Wall Street y croit dur comme fer. Le secteur bancaire américain continue d'ailleurs aujourd'hui de progresser. Il y aura beaucoup plus de fusions-acquisitions aussi dans cette vague de dérégulation qu'on attend aux États-Unis, plus de FUSAC, y compris par exemple dans la tech. On imagine peut-être un potentiel se libérer sur un certain nombre de valeurs tech, un potentiel de plus avec ces fusions-acquisitions. Fusions-acquisitions, c'est des cycles qui répondent à plusieurs choses. D'abord, l'état de l'économie, le niveau des valorisations, puisqu'en général, quand on veut fusionner et apporter ses propres tripes, mieux on est valorisé, moins on est dilué. Donc oui, avec la dérégulation, ça peut se passer. Il y a le sujet des grands de la technologie, puisque les républicains n'apprécient pas tous les grands réseaux. Donc autant ils protégeront le business d'Elon Musk, autant il y a quelques grands réseaux qui risquent peut-être de se voir... je dirais qu'on n'en rêve pas tous, mais c'est vrai que la prédominance d'un réseau mondial, quand on voit l'histoire des États-Unis qui avaient fragmenté les compagnies d'électricité, les grands trusts, ça pourrait redonner de la concurrence. Je voyais d'ailleurs en Australie que les réseaux sociaux allaient peut-être être interdits en dessous de 16 ans. Donc il y a peut-être des mesures qui vont pousser le secteur à se consolider, à se fracturer. Et donc il y aura de toute façon du M&A, comme on dit, puisque les valos sont... Et l'argent est là, et le capital circule. Oui, effectivement. Alors, vous faites tous partie de cette émission BFM Bourse, cette communauté BFM Bourse. On vous interroge, vous tous qui nous suivez aussi sur X, le fil X BFM Bourse et le fil LinkedIn. La question du jour, alors que Donald Trump est de retour, ou sera de retour à la Maison-Blanche, parallèlement, on a appris hier soir que la coalition allemande implosait. On va vers des législatives anticipées en Allemagne. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus grave pour l'Europe? L'instabilité croissante de l'Allemagne ou le retour de Donald Trump? Pour vous, Igor, c'est quoi le plus dangereux pour nous? Écoutez, on peut toujours accuser ceux qui sont en dehors de notre zone de tous nos problèmes, mais nos problèmes, on les a créés nous-mêmes. Et puis, malheureusement, le cœur de l'Europe est touché, puisque vous avez cette coalition qui n'en est plus une. Que l'Allemagne est très exposée aux mesures protectionnistes. On parle d'un impact de 180 milliards d'euros pour l'économie allemande. Et puis, l'autre bras du couple, c'est-à-dire la France, on est quand même englué dans un déficit budgétaire. Donc, je pense que la situation de la zone euro et de l'Europe, elle est vraiment due à elle-même plus qu'à Donald Trump et aux États-Unis. Mais est-ce que l'Allemagne, par exemple, dont la coalition implose, c'est la première fois que ça arrive et qu'on va avoir des législatives anticipées dans ce contexte-là, première fois en 42 ans. Est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle? Parce que le pays était bloqué depuis déjà plusieurs semaines. Est-ce qu'on peut se dire que là, au moins, ça permettra peut-être de débloquer en l'occurrence les choses et peut-être aussi, ça permettra de mettre dans le débat là-bas en Allemagne, pendant la campagne législative, peut-être la légitimité ou l'absence de légitimité du frein à l'endettement. C'est un vrai problème, ça, pour la capacité de l'Allemagne à préparer son avenir. Ce frein à l'endettement, cette règle d'or qui corsette comme ça la capacité du gouvernement. Antoine. Finalement, faisons tout éclater en espérant que quelque chose en ressorte d'un peu plus clair et d'un peu plus franc. J'ai déjà entendu cet argument plus près de nous. Ah oui. Ça ne nous a pas apporté plus de clarté. C'est vrai qu'on attendait de la clarté de la dissolution ici en France. C'est vrai qu'il y a une culture de l'alliance en Allemagne. Bon, c'est un petit peu cliché de dire ça, mais c'est vrai que on aime monter des coalitions. De toute manière, on n'a pas trop le choix. Mais honnêtement, là, c'est un défi supplémentaire. C'est une couche sur la couche.
Oui, en même temps, nous, notre système, la dissolution a quand même mis le sujet du déficit budgétaire sur la table, alors qu'il ne l'était pas vraiment avant, entre guillemets. Donc je pense qu'on est c'est vrai, dans un environnement assez trouble. Et il faudra qu'on ait des leaders et des gouvernances qui soient plus efficaces du point de vue économique, ça c'est une certitude. Ouais. Alors on va regarder comment nos auditeurs et téléspectateurs ont répondu. Est-ce que le retour de Donald Trump est plus inquiétant pour l'Europe que l'instabilité politique allemande qui, comme ça, a explosé à la face du monde entier avec l'implosion, en l'occurrence, de la coalition allemande d'Olaf Scholz? Oui, non. Eh bien, vous êtes une majorité à penser que oui, c'est l'Allemagne, le principal danger, ce qui se passe en Allemagne pour l'Europe, plus que le retour de Donald Trump aux affaires. Ben voilà, nos auditeurs sont d'accord avec vous, manifestement, Igor. Voilà. Avant d'incriminer les autres, regardez déjà chez soi ce qu'il en avance. C'est d'ailleurs, tous les chefs d'entreprise le font. Et puis, on a tous intérêt à ce que les États-Unis marchent bien, parce que c'est la première économie du monde, donc on y est accroché d'une manière ou d'une autre. Après, régler nos problèmes de compétitivité, de capacité de croissance, de cycle d'investissement, je crois que c'est vraiment à notre maîtrise, et beaucoup plus que les Américains. Mais du coup, quand on fait ce constat, est-ce qu'on se dit qu'il va falloir encore plus renforcer Wall Street dans les portefeuilles? Enfin, en termes d'allocation, ce contexte qu'on décrit, cette grande bascule politique, est-ce qu'elle doit amener à renforcer les marchés américains encore plus? C'est difficile de ne pas le conseiller. Alors, on peut peut-être être plus fin, puisque vous avez vu la performance du Russell 2000 hier, 5,84. Ouais. En fait, si l'économie américaine se recroqueville un peu sur elle-même et qu'elle privilégie les entreprises américaines, évidemment, les small et mid cap sont beaucoup plus favorisés. Donc on a deux moyens, il y a le Russell 2000, les ETF sur le Russell 2000 ou le MSCI USA Small Cap. Donc oui, je pense qu'il faut aller vers les small et les petites et moyennes entreprises américaines. Et puis évidemment, il y a l'argument de valorisation sur les valeurs européennes, mais on ne peut pas surpondérer l'Europe à ce stade. Je pense que le risque politique est majeur. Après, on peut faire du picking dans les pays d'Europe du Sud qui, eux, ont fait le travail, vraiment, là où il y a de la croissance et l'amélioration des comptes publics, c'est Portugal, Italie, Espagne, modulo ce qui s'est passé à Valence, et la Grèce. Bon, il y a évidemment moins de profondeur, mais on peut trouver l'Europe du Nord. Donc en fait, les deux extrêmes de l'Europe marchent bien. La Scandinavie aussi est une zone qui ressemble un peu aux États-Unis avec de la tech, de la finance et de la santé. Et sectoriellement, il y a aussi peut-être des choses à faire ici en Europe, parce que tout ne souffre pas du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. On voit le luxe, par exemple, encore aujourd'hui, signé parmi les plus fortes hausses. Pourquoi? Parce que le marché se dit, si Donald Trump met en place ses droits de douane sur les produits chinois, bien la Chine va sans doute devoir encore plus relancer son économie. Et si elle le fait, ce sera bon pour les valeurs de luxe. Oui, alors dès qu'il y a une nouvelle bonne sur la Chine, ça fait monter les valeurs de luxe, mais il faut quand même que les Chinois achètent le luxe. Et il faut que les Chinois voyagent en Europe. Donc c'est pas non plus évident que la croissance organique des valeurs du luxe, mais vous le voyez, vous parliez de Ralph Lauren, je pense que l'environnement de consommation en Europe, paradoxalement, s'est amélioré par le simple fait que le prix du baril a beaucoup baissé, que c'est vraiment un impôt, le pétrole et l'essence, notamment en France, mais partout en Europe. Et ça va redonner un tout petit peu de capacité de consommation. Donc ça peut... Il ne faudrait pas que le dollar monte trop, parce que ça renchérirait le baril pour nous Européens. Oui, tout à fait, mais bon, là on est passé de 90 à 75. Oui. Puis tu parlais de la Chine, regarde ce qu'a fait le yuan ce matin. Hein. C'est vrai que la bourse chinoise est bien remontée, mais ça s'est fait au détriment du yuan qui a dégringolé par rapport au dollar. C'est vrai que c'est une bande d'évolution qui est vraiment normée. Mais enfin bon, ça donne quand même un avant-goût de ce qui attend peut-être les monnaies émergentes, encore une fois, par rapport au dollar. Effectivement. Merci beaucoup, Igor, de nous avoir accompagnés. Vital Épargne régulièrement à nos côtés sur BFM Business. Et vous avez été très cash. Oui, le dollar reste l'étalon monétaire mondial. Voilà votre point de vue après l'élection de Donald Trump. Et effectivement, le dollar encore aujourd'hui. Mais une petite raclée à l'euro, hein, c'est vrai, l'euro est sous le dollar 0.